De retour dans On va plus loin pour l'entretien du jour. Et ce soir, nous recevons Philippe Courroy. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat général à la Cour d'assises de Paris, ancien juge d'instruction, ancien procureur de Nanterre, et vous publiez ce livre, Reste la justice. On va en parler de ce livre dans un instant. Je voudrais d'abord vous poser quelques questions liées à l'actualité judiciaire. Votre regard d'abord sur la réforme de Nicole Belloubet, la réforme de la justice. Elle comprend 5 volets. Sens et efficacité des peines, simplification de la procédure civile, simplification de la procédure pénale, transformation numérique, adaptation du réseau des juridictions. Qu'est-ce que vous en pensez globalement de cette réforme ? Moi, comme vous le savez, je suis un magistrat pénaliste, donc je peux surtout vous parler des réformes pénales. Ouais. Concernant l'exécution des peines, ça me paraît aller dans le bon sens. Et il y a un problème dans ce pays, c'est effectivement l'exécution des sanctions pénales. On évalue à peu près entre 80 000 et 100 000 peines d'emprisonnement qui ne sont pas exécutées directement ou en tout cas qui sont différées. Donc je crois que cette réforme qui vise à aménager jusqu'à 6 mois d'emprisonnement les peines directement et après à les exécuter va dans le bon sens. Globalement, vous pouvez peut-être donner votre avis, l'expérimentation d'un tribunal criminel à la place des assises. Alors, pour le symbole. Là, je suis plus réservé. Je suis plus réservé parce que la cour d'assises, c'est la rencontre entre les citoyens et la justice. Et je suis actuellement à la cour d'assises. Et quand on voit les retours d'expérience des jurés qui ont participé aux sessions d'assises, ils en sortent transformés, si vous voulez. Ils disent, nous avons été les juges d'un jour ou d'une affaire, et on a vu comment ça se passait, on a vu que c'était compliqué, on a vu les responsabilités que vous exerciez. Le tribunal criminel serait en fait une déclinaison du tribunal correctionnel pour les affaires les plus graves jusqu'à 20 ans. Je sais que la cour d'assises reprendrait ses droits après en appel, mais c'est pour moi très important qu'il y ait cette rencontre entre les citoyens et la justice. Donc je suis plus réservé à cet égard. Avocats, magistrats et greffiers qui se mobilisent, qui organisent des journées justice morte, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça va trop loin ? Vous savez, on est dans un pays où dès qu'on propose une réforme, on se mobilise et il y a une espèce de conformisme, il y a un tropisme vers le conformisme qui est pas forcément une bonne chose. Dans cette réforme, je vous dis, il y a... l'exécution des peines va dans le bon sens, je serai plus réservé sur le tribunal criminel, mais il y a une logique aussi qui est derrière tout ça, sans doute accélérer les procédures, simplifier, peut-être moins de coûts, mais je ne suis pas certain qu'au final, ça raccourcisse les délais et que les coûts soient moindres. Une info qui est un peu passée inaperçue, sur laquelle j'aimerais aussi votre avis. Fabrice Burgaud, celui qui a instruit l'affaire Outreau, dont vous parlez d'ailleurs dans votre livre, a été promu très récemment au poste d'avocat général référendaire de la Cour de cassation. Gérald Pandelon, avocat à la Cour d'appel de Paris, s'interroge sur le site Atlantico sur cette promotion de la magistrature. Est-ce que vous aussi, vous vous interrogez ? Est-ce que ça vous pose question ? Écoutez, Fabrice Burgaud, qui était donc le magistrat qui a été en charge de l'affaire d'Outreau, est passé devant le Conseil supérieur de la magistrature en 2009. Il a eu une sanction de réprimande. Il n'a pas eu une sanction qui l'interdisait de changer de fonction. Et je crois d'ailleurs que si on veut un management positif, il faut que les gens changent de fonction dans leur carrière, sinon ils vont être dans la thrombose et dans la sclérose. Par ailleurs, j'en parle dans mon livre de l'affaire d'Outreau. J'en parle et je crois que Fabrice Burgaud, que je ne connais pas, et je crois qu'on ne peut pas non plus me taxer de corporatisme parce que ce n'est pas dans mon ADN, a été un peu chargé de tous les péchés de ce déraillement judiciaire, de ce Tchernobyl judiciaire, c'est comme ça que je l'appelle. Ce n'est pas lui qui a renvoyé les accusés devant la cour d'assises de Saint-Omer, il était déjà parti. Ce n'est pas lui qui a mis en prison les gens, puisqu'il y avait des juges de la liberté et de la détention, et il y avait une chambre de l'instruction. Les autres magistrats sont passés inaperçus, tant mieux pour eux, mais je pense qu'il a un peu canalisé sur lui les péchés de l'institution, et je crois que c'était un peu injuste. Et c'est un exemple intéressant parce que vous aussi, on vous a beaucoup chargé. Vous revenez dans votre livre, notamment sur l'affaire Bettencourt, évidemment, dont vous avez été un des personnages clés. Vous avez été violemment critiqué, attaqué. Aujourd'hui, dans ce livre, vous dites que vous rétablissez votre vérité. Expliquez-nous votre démarche. Oui. Alors, ce livre, c'est pas un plaidoyer pro domo. Je crois que ce qui domine, si vous voulez, aujourd'hui dans la justice, c'est qu'on en parle tous les jours. Et en même temps, c'est une institution qui est très mal connue de nos citoyens. Donc, si, en terminant ce livre, qui, comme vous l'avez rappelé, est assez volumineux, les lecteurs se disaient « j'ai un peu mieux compris le fonctionnement, j'en serais heureux ». Et
comment est-ce que j'essaye de pousser la porte de l'institution judiciaire? C'est le témoignage sur 30 ans de fonction que j'ai exercé comme juge, mais également comme procureur au parquet. Avec des anecdotes très précises, je reviens sur des dossiers très, très, très précis aussi, donc ce qui permet d'illustrer les exemples, une réflexion sur la justice, et puis aussi, c'est vrai, le rétablissement d'un certain nombre de vérités. Notamment sur votre relation avec Nicolas Sarkozy. Par rapport à des mensonges, par rapport à des contre-vérités. L'affaire Bettencourt a été, à cet égard, un exemple de contre-vérité, puisqu'on a voulu, à un moment donné, la transformer en affaire d'État, en affaire politique. On a dit que le parquet de Nanterre avait enterré le dossier et avait mis la poussière sous le tapis. C'est évidemment un énorme mensonge. Et on a vu qu'in fine, après que le dossier soit parti à Bordeaux, il ne restait rien de tout ce volet. Mais personne n'a fait... Et quand vous dites on, qui incriminez-vous précisément? Qui j'incrimine? Écoutez, les commentateurs. Les commentateurs. Alors, qui étaient les commentateurs au moment de cette affaire et dont je rappelle les unes de presse? C'était une certaine presse qui examinait cette procédure judiciaire au travers d'un prisme. C'était des syndicats de magistrats qui aussi stigmatisaient l'action publique qui était conduite par le parquet, l'action qui était conduite par le parquet. C'était aussi une partie de la frange politique qui était venue s'agréger à tout cela, parce qu'on était à 18 mois d'une élection présidentielle. Et on a transformé cette affaire en machine de guerre politique. Et moi, magistrat, ça ne m'intéressait pas. Ce que je regardais, c'était les faits d'une manière juridique et clinique. Mais on a voulu absolument que l'on travestir en fait le travail que l'on faisait. D'ailleurs, ils font de la politique et ils essayent d'arranger un camp, ce qui était complètement faux. Vous parlez d'une vraie entreprise de démolition. C'est une entreprise de démolition. Quel aurait été leur intérêt, si toutefois c'était juste? Mais parce que j'ai été, comme vous le rappelez, j'ai été associé à Nicolas Sarkozy. Et ça a été dès mon arrivée en 2007, j'en parle dans mon livre. Ça part d'où? Ça part d'une interview qu'un de vos confrères du Monde, qu'un journaliste du Monde, vient faire dans mon bureau du pôle financier. Et à un moment, il me demande, est-ce que vous connaissez le président du Conseil général, qui venait de quitter ses fonctions et qui était candidat à la présidentielle? J'ai eu l'erreur de dire la vérité. Enfin, je dis la vérité, je réponds oui, je connais, je l'ai rencontré, on a parlé de justice institutionnelle. Et à partir de ce moment-là, parce qu'il faut que les choses soient incarnées, un peu comme Burgot d'ailleurs, qui a incarné Outreau, je suis devenu le séide de Nicolas Sarkozy. Et comme Nicolas Sarkozy, il faut le dire, était détesté dans la magistrature, pour différentes raisons, et il y a mis du sien aussi. Parce que les petits poids et les mises en cause qui étaient parfois déplacées et gratuites, forcément, il y a eu un amalgame, comme on dit aujourd'hui. Vous l'avez regretté d'avoir eu ce lien avec Nicolas Sarkozy? Mais je n'ai pas d'avoir eu un lien. Je n'ai pas eu de lien. Je vais vous dire, moi j'ai rencontré François Hollande aussi, dans le courant des années 2000. J'ai rencontré François Hollande dans le courant des années 2000. Ça n'a dérangé personne. Et c'est tant mieux, parce que c'est une démocratie mature. Je pense que si on veut que les politiques comprennent la justice et comprennent les problèmes de la justice, il faut qu'on leur parle. Parce que si on ne fait pas remonter les problèmes, vous m'interrogez sur les réformes, si on ne fait pas remonter au monde politique qui élabore et qui vote les réformes, on se bunkérise et ça n'est pas une bonne chose. Donc non, je ne regrette pas, mais vous voyez, ce que j'observe quand même, c'est l'indignation sélective. Parce que j'ai été remplacé, moi je ne fais pas de politique. Je n'ai pas été membre d'un cabinet ministériel, je n'appartiens à aucun parti, aucun syndicat. J'ai été remplacé à Nanterre par quelqu'un qui venait d'un ministère. Il avait été conseiller justice chez M. Jospin. Je ne lui en fais pas le grief, mais personne ne l'a relevé. Et après, dans le livre de vos confrères du Monde, il est dit qu'il a été nommé à la direction des affaires criminelles parce que M. Hollande veut un homme sûr et proche de lui. Il a été cité, absolument. Et on était obligé de s'arrêter là, mais c'est à lire dans Reste la justice. J'invite les